Nous, on est dans les petites écoles de village où, en fait, on trouvait que notre fille aînée, Lia, elle était hyper épanouie, elle était avec ses copines, elle était heureuse diète. Et dès lors qu'elle était heureuse diète, il n'y avait pas de raison de ne pas la laisser. Mais à partir du moment où ils lui ont imposé de mettre le masque, de rendre le masque obligatoire à partir de 7 ans aux enfants, il était hors de question qu'elle remette un pied à l'école. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette interview avec Jonathan Attias, que j'ai le plaisir de recevoir à la rédaction de Nexus, qui a créé la désobéissance fertile en 2018. Mais avant cela, je vous invite à nous soutenir si vous le pouvez. Nexus est un média sans publicité et sans subvention. On est disponible en kiosque et sur nexus.fr. N'hésitez pas à nous soutenir, ça nous permet de vous proposer des contenus en accès libre comme celui-là. Bonjour Jonathan, je suis content de te recevoir. Ça fait longtemps en plus qu'on se connaît et que tu m'as partagé énormément de choses sur votre combat, votre investissement, votre engagement pour être plus autonome. Ouais. Comment ça va depuis le temps? Écoute, ça va bien. Rapproche-toi un peu du micro, comme ça au moins, les gens t'entendent bien. Ça fait toujours autant plaisir de revenir vous voir ici à la rédac de Nexus parce que vous êtes une rédaction qui compte énormément pour moi. Ça fait 15 ans que je lis Nexus. Depuis plus longtemps que moi. Peut-être plus longtemps. En effet. C'est certain. J'ai découvert Nexus en 2013. Donc, et j'ai eu la chance d'écrire dedans, notamment depuis que tu en as repris la direction. C'est vrai. Pour des chroniques, pour quelques dossiers. Et donc, voilà, je suis hyper content de voir que ça continue, ça se pérennise, de voir les équipes aussi qui grandissent. Enfin, ouais, de suivre un peu de loin cette évolution parce que c'est important dans l'univers actuel de pouvoir avoir des médias qui soient libres, engagés et qui donnent d'autres informations que celles qui nous sont servies par les médias mainstream. Ouais. Je suis vraiment content qu'on puisse, après toutes ces années, où moi je suis de près et de loin ce que vous faites avec Caroline, ta compagne, tes enfants, vous êtes là-bas dans votre petit coin de nature, où vous essayez de vivre en communauté, en liberté, en autonomie, avec de l'habitat léger. Avec de l'instruction en famille libre, on va en parler juste après, aussi l'accouchement à domicile, toutes les valeurs en fait que vous défendez, qui prônent la liberté finalement. Globalement, oui, tout ce qui nous permet de nous réapproprier les savoirs, les connaissances, de pouvoir reprendre possession sur nos destins, sur nos vies, ça nous touche énormément à cœur. Et donc, on a aussi à cœur que ça puisse non seulement se vivre, mais se diffuser le plus largement. Et je pense qu'avec Caro, on a quelque chose qui nous rassemble beaucoup, c'est cette autonomie, le fait de se responsabiliser, de reprendre confiance dans cette capacité d'action. Et donc, je crois que sans même qu'on force les choses, on a envie de lutter et de lutter pour qu'advienne aussi une société dans laquelle on s'épanouisse et qu'on puisse voir advenir ou à minima que l'on résiste collectivement. Je pense qu'on appartient à une histoire et même à une civilisation qui historiquement a grandi avec le symbole de résistance. Et non pas la résistance pour être dans une lutte négative, mais plutôt pour voir prospérer de nouveaux idéaux, de nouvelles formes de vie. On sait que voilà, aujourd'hui, on a un peu cette nécessité à devoir réinventer une façon de vivre, et pas seulement de façon sociétale, mais aussi dans nos comportements. Ouais. Et donc, je crois qu'on essaie de consacrer nos vies à ça, et puis on chute, on se relève, comme tous les humains, et donc voilà, c'est la vie qui est faite comme ça. Rapproche juste un peu ton micro, n'hésite pas, un tout petit peu plus, voilà, comme ça au moins, on aura un peu plus de ton grain de voix. En plus, je réfléchissais pendant que tu disais ça à votre parcours, donc à ta compagne et toi, parce que vous étiez des vrais citadins. D'ailleurs, on s'est rencontrés ici en région parisienne, vraiment ancrés dans l'urbanisme. Et puis, vous avez tout quitté pour vivre en adéquation avec vos valeurs, vos idéaux, mettre en pratique de manière très spontanée vos rêves, vos utopies, quoi. Ouais, c'est vrai que ce qui nous rapproche avec Caro, c'est qu'on est tous les deux des rêveurs. Et donc, quand on a compris qu'il y avait un vrai dysfonctionnement avec le mode de vie qu'on avait en ville, on s'est projeté d'abord en allant regarder tous les gens qui allaient vivre eux-mêmes dans une forme de société alternative. Et donc, on a entrepris un voyage comme ça. Et de là, on s'est nous-mêmes embarqués avec l'idée de nous dire qu'il fallait qu'on expérimente cette façon-là de vivre. C'est pas parce qu'on était né dans le béton qu'on pouvait pas essayer d'apprendre à redevenir autochtone, finalement. Et c'est ce qu'on fait depuis 7 ans maintenant qu'on a quitté la ville. Et donc, on navigue un peu entre les mondes. Ça nous permet aussi de comprendre différents codes, différentes cultures, essayer de nous approprier celle dans laquelle on vit actuellement pour pouvoir nous intégrer là-dedans. Et ouais, c'est un enjeu qui est jamais simple et évident parce que finalement, quand on passe de la ville à la campagne, c'est comme si
on changeait de pays d'une certaine façon, parce qu'il y a tellement de choses qui changent, on ne se rend compte pas de la même façon. On ne consacre pas le même nombre d'heures au travail qu'on aurait fait. On sort d'un travail de bureau pour aller vers un travail beaucoup plus consacré pour son foyer, surtout quand on est en autonomie. Moi, avant, je faisais des documentaires. Alors, c'est vrai que tu avais des clics de conscience. Exactement. Je travaillais à filmer des documentaires et puis à être journaliste aussi épisodiquement. Et là, il m'arrive toujours de l'être. Mais en fait, la plupart de mon temps, je le consacre à l'autonomie de mon foyer ou en tout cas à essayer de travailler. Là, typiquement, le week-end dernier, on a planté des centaines d'arbres fruitiers parce que c'est la saison qui le requiert. Et donc, après, on va les greffer. Ces arbres fruitiers, ces porte-greffes. Avec tout ce que vous avez appris, en fait, parce que tout ça, c'est parti de zéro, en autodidacte un peu. Complètement. Et on l'apprend de jour en jour. En fait, ce qui est hyper intéressant dans un mode de vie où tu vas te réapproprier un savoir ou te réapproprier des connaissances, c'est que tu te rends compte que quand tu mets le doigt dans ce monde-là, bah, tu te fais happer par toutes les connaissances qu'on a à réapprendre. J'invente rien parce qu'on sait aujourd'hui à quel point on a été dépossédé. Tous les services que l'on reçoit, finalement, aujourd'hui, nous privent d'une connaissance qu'on aurait pu acquérir. Ils nous rendent dépendants. Ils nous rendent dépendants. Autrefois, quand il s'agissait d'avoir une carte, par exemple, eh ben, on avait un bien meilleur sens de l'orientation que depuis qu'on a un GPS qui nous indique où aller. Eh ben, ça vaut pour tout. Lorsque on appuie, on tourne un robinet et que l'eau sort, on n'a aucune idée de la façon avec laquelle on peut ramener de l'eau jusqu'à soi, quel est son cheminement, comment on peut faire même pour la purifier, pour la nettoyer. Et nous, tout ceci, il nous a fallu le réapprendre parce que quand on vit en autonomie dans la nature, il n'y a ni eau, ni électricité. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc, on apprend la sobriété, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas d'abord. Et ensuite de quoi, on va commencer à voir quels sont nos besoins superficiels de nos besoins réels, et ainsi de suite, et on avance. Et nous, la démarche, c'est pas tant de parler d'une famille qui va vivre de cette façon-là, parce que déjà, on est des dizaines de milliers à vivre comme ça, et c'est super, mais c'est comment on arrive à proposer un modèle de société alternatif à la promesse de société qu'on nous sert aujourd'hui, qui est purement dystopique. Et comment on arrive à se rassembler et faire ensemble. Et surtout que vous ne vivez pas non plus dans l'inconfort le plus total. Franchement, vous avez réussi avec les années à installer quelque chose qui est quand même assez confortable. Ah, oui, vous avez l'eau chaude, vous avez l'eau à la maison, vous avez quand même... Alors, on n'a pas l'eau chaude encore, c'est pour bientôt. Bon, ni l'eau à la maison, on prend des bidons toujours depuis 6-7 ans, mais c'est pour bientôt. On y arrive, on travaille à cheminer l'eau, depuis le puits jusqu'à chez nous. Mais ça prend du temps. De creuser une tranchée pour enterrer tes tuyaux, pour aller... Enfin, bref, il y a tout un fonctionnement comme ça. Mais ça a permis de développer beaucoup de respect pour l'eau, même pour l'eau chaude, de savourer l'eau chaude lorsqu'on l'a. Quand tu reviens en ville, exactement, pour voir tes proches, oui, on voit le... Tu regoutes le plaisir. Ce confort qui est banal ici, mais qui finalement prend tout son sens quand toi, tu pars dans ton foyer et que tu reviens. Tout à fait, ouais. Et aussi, ça vivifie parce que si on va se laver dans l'eau froide, si on est soumis aux éléments, ça ramène déjà une forme d'humilité par rapport à ce que l'on vit. On se rend compte qu'on n'est pas les maîtres que l'on espérait être jusqu'alors, que en fait, malgré toutes les informations anxiogènes qu'on nous sert, il y a une vie qui continue. Un arbre, il pousse. La terre, elle va continuer à fleurir au printemps et puis les feuilles à tomber à la fin de l'automne. Et donc, en fait, ça pose autre chose aussi, une autre réalité que celle où on est dans un rapport frénétique au temps, où on voit qu'on a une urgence, où il faut absolument agir, et ci et ça. Et en fait, ça nous déboussole complètement et ça nous fait agir de façon frénétique, parfois sur bien des aspects. Le fait de vivre dans un cycle où on voit les saisons, où on voit la nuit, où on voit le jour, où on vit à travers cela, ça nous amène aussi à devoir nous poser par rapport à ce rythme-là. C'est plus nous qui allons dicter le tempo, mais en fait, on va plutôt s'intégrer dans cette temporalité. Et donc, ça va changer beaucoup de rapports. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à nous rapprocher de la Terre, même dans les solutions qu'on va déployer. Ce que je veux dire, c'est qu'en faisant cela, en fait, on va pouvoir déjà penser des solutions dans lesquelles on s'intègre, dans les écosystèmes, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à séparer en fait, le monde naturel, entre guillemets, du monde humain qui est tout bétonné, et aussi de pouvoir trouver des solutions qui soient pratiques et pas des solutions théoriques, qu'on sorte un peu de l'aspect intellectuel, du cérébral, exactement, pour l'éprouver dans le corps et dans le cœur. Je pense qu'aujourd'hui, et on en parle avec Caro énormément, la plus grande crise que l'on traverse, c'est une crise du cœur, en fait. Et beaucoup de gens le disent, les solutions, on les a. Mais en fait, qui sont les êtres qui vont appliquer ces solutions-là? Quels sont les... Comment recourir à un gigantisme quand on n'est pas capable déjà de travailler avec son voisin, de pouvoir se réunir, de s'asseoir autour d'une table
alors que les défis qui se présentent à nous sont à l'échelle planétaire. En fait, il y a un travail micro à faire aussi, qui est d'aller voir un peu toutes les blessures que l'on a, parce que cette temporalité frénétique, elle nous empêche tout cela. C'est comme une fuite en avant de toutes nos ombres. Mais le monde, il est à l'image de ce que l'on est nous-mêmes. Et donc, si on ne va pas prendre ce temps-là aussi pour aller travailler ça, et ben, en fait, on répétera inlassablement les mêmes erreurs avec un solutionnisme et tout ce genre de choses auxquelles aujourd'hui on a le dogme à travers la technique. Et paradoxalement, chacun dans son coin individuellement, alors qu'on est dans une ville où on est des millions, tout le monde focalisé sur son petit destin et ses problèmes. Et vous, finalement, vous reproduisez une communauté, parce que vous ne vivez pas seul. Tu as, avec ce mouvement des désobéissances fertiles, réussi à reconstruire voilà, petite communauté. Vous êtes combien de familles qui vivaient alors déjà, vous êtes en Dordogne, je crois. On est tout proche de la Dordogne, en Haute-Vienne. En fait, la désobéissance fertile, c'est un mouvement qui réunit des milliers de gens partout en France. Et nous, sur notre lieu, on a fondé une association qui s'appelle le Croissant Fertile, à l'intérieur de laquelle on vit en collectif aussi, un petit collectif. Et en fait, donc là, on est 2 foyers. Actuellement, on était 3 jusqu'à il y a quelques mois. Mais ce qu'on appelle le PFH, qui peut être le putain ou le précieux facteur humain, a fait qu'il y a un foyer qui est parti. Et donc, on essaye malgré tout de pouvoir garder cette dynamique collective. Comment on fait pour prendre des décisions ensemble, en s'asseyant, en sortant... Il faut tout réinventer. Bah oui, il faut le réinventer, il faut se l'appliquer. C'est comme si on devait retourner à l'école. Et donc, c'est hyper dur, en fait. C'est hyper tortueux parce que l'autre sera toujours un miroir pour nous. Parce qu'il faut apprendre à désapprendre un grand nombre de mécanismes de prédation qu'on a acquis depuis l'école. D'ailleurs, on va revenir à l'école juste après. Mais en fait, on nous apprend à être compétitif, à être le meilleur, à dominer, à être productif en termes de temps. Moi, aujourd'hui, c'est difficile pour moi de sortir de ce rapport de productivité de mon temps, de laisser du temps au rien, en fait. C'est très compliqué. Et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, un enjeu qu'on essaye de mettre en place au sein d'abord de notre famille, de notre foyer, mais du lieu et du collectif, c'est comment on arrive à composer ensemble, comment on arrive à coopérer véritablement. Et c'est pas simple, mais en tout cas, c'est un chemin qui va se prolonger tout au long de notre vie pour essayer de, quand bien même on chute, quand bien même on échoue, en fait, on apprendra toujours et on grandira. Et de ces erreurs-là, ça servira d'expérience pour les autres. Ouais, c'est une expérience en mouvement. Essais-erreurs. Mais en tout cas, depuis toutes ces années, vous n'abandonnez pas et d'erreurs en réussite, vous avez réussi je trouve, à fédérer autour de vous quand même pas mal de gens. Et aussi à envisager des choses assez ambitieuses, parce que c'est aussi ce qui nous amène aujourd'hui. Parce que c'est, comme tu disais, l'école qui est problématique, qui est au cœur de nos formatages, et aussi aujourd'hui au cœur d'une privation de liberté. Parce que vous avez deux petites filles, et vous avez voulu les retirer, en tout cas pour la plus grande, de l'école primaire. Et c'est là que les problèmes ont commencé, et que vous avez un nouveau combat encore pour prôner l'autonomie et la liberté aussi, de pouvoir éduquer, instruire ses propres enfants. Dis-nous en plus. Alors les problèmes ont commencé depuis bien longtemps, depuis qu'on nous a retiré le droit de pouvoir vivre par nous-mêmes et de conférer ces droits à une autorité qui déciderait à notre place. Donc ça vaut aussi bien pour l'accouchement que pour la santé, que pour le droit d'habiter sur sa terre, que pour l'instruction de ses enfants. Enfin, aujourd'hui, on est dépossédé de tout et en fait, l'instruction est une des pierres angulaires qu'on tente de retirer à la population aujourd'hui. Et avant de venir à mon cas de famille, j'aimerais pouvoir rétropédaler sur l'école, en fait, sur le fait qu'on ait eu l'école obligatoire en France. Parce qu'aujourd'hui, on s'en vante comme un droit. Un progrès, comme un bénéfice, comme un privilège qu'on aurait. Mais en fait, il faut recontextualiser à quel moment l'école est arrivée et dans quel contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a motivé à ce que l'école soit obligatoire en France? Est-ce que c'est à des fins altruistes, comme celles qu'on nous sert aujourd'hui, ou est-ce que c'est à des fins de domination? Et moi, je penche beaucoup plus aujourd'hui vers cette deuxième version qui est celle de la domination. En fait, il y a un épisode en France qui est absolument phénoménal, un épisode historique que les gens qui écoutent Nexus peut-être connaissent, c'est l'épisode de la Commune de Paris. C'est à un moment donné, en 1871, la population de Paris chasse le gouvernement pour s'autogouverner. Alors, on peut raconter longuement l'histoire de la Commune de Paris, il y a des documentaires phénoménaux là-dessus. En tout cas, ce qu'il y a de marquant à cette époque, c'est qu'ils se disent le gouvernement est incompétent. À la place de cela, nous, la population de Paris, on va s'autodiriger. C'est la première fois d'ailleurs à l'époque, c'est la première fois à l'époque que nous avons des droits sociaux pour les femmes qui sont l'équivalent des hommes à bien des égards.
on prend des décisions par nous-mêmes, pour nous-mêmes, en somme, le principe même de ce qu'est la démocratie. Et donc, pendant plusieurs mois, le peuple s'organise. Et le gouvernement de Napoléon étant chassé, va assiéger Paris et va exterminer sa propre population. On parle de milliers de personnes pour lesquelles l'armée a tué son propre peuple à ce moment-là. Ouais. Et à l'issue de cela, on va rendre l'école obligatoire pour que plus jamais, dans les foyers, l'éducation ne soit faite par les familles elles-mêmes ou par les voisins, le bourg. Peur qu'un esprit révolutionnaire Exactement, on va contrôler dès son enfance l'enfant pour le façonner tel que l'État voudra le façonner. Et aujourd'hui, en y réfléchissant bien, ce qu'on demande à un enfant lorsqu'il va à l'école, c'est se conformer à ce que son maître ou sa maîtresse veut. En gros, c'est en faire des soldats. Aujourd'hui, quand on va à l'école à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 20, 22 ans, quand on fait des études supérieures, on forme des soldats. Des soldats à pouvoir... suivre l'autorité. Suivre l'autorité, à pouvoir devenir des sujets au sein du royaume de la République. Et donc, Jules Ferry, ce fameux grand défenseur de l'école, a été en fait un des tortionnaires qui a donné l'ordre de tuer la population de la commune de Paris et qui a rendu l'école obligatoire derrière. Donc en fait, ça part quand même de cette histoire-là. Et tout de suite, quand on a ce récit, on voit l'école sous un autre aspect, sous un autre angle que celui qu'on nous a toujours servi. Et alors que l'école était rendue obligatoire, en fait, ce n'était pas tant l'école qui l'était, c'était l'instruction qui était rendue obligatoire. Et donc, si on prend le fait de s'instruire au pied de la lettre, les parents, dès lors qu'ils vont instruire leurs enfants, peuvent remplir ce rôle. Disposer de ce droit-là. Bien sûr. Sous un régime déclaratif, c'est-à-dire qu'il suffisait d'informer l'inspection académique, le rectorat, puisqu'aujourd'hui c'est départemental l'école, l'instruction en France, et donc pour informer que leurs enfants sont effectivement instruits, qui vont suivre un certain nombre de protocoles pour se conformer au programme tel qu'il est, mais disposant quand même toute une liberté autour de cela. Mais qu'ils ont les bases. C'est vrai que jusqu'en 2021-2022, en France, c'était, voilà, comme tu dis, déclaratif. Exactement. C'est-à-dire que assez libre. Dès lors que l'école est rendue obligatoire en 1872 jusqu'à 2021, 140 ans à peu près, on a ce régime-là. Et à un moment donné... Qu'est-ce qui se passe en 2021 ? On a une loi séparatiste qui est votée à l'Assemblée. Et dans cette loi séparatiste, il y a un amendement qui est introduit qui propose de changer le régime de déclaration pour l'instruction en famille de façon à en faire un régime dérogatif. Ça veut dire qu'on va devoir demander l'autorisation. Parce qu'il y a cette peur qu'en faisant l'instruction en famille, les enfants deviennent endoctrinés. Il y a des dérives sectaires, voilà, toujours. Exactement. Sous couvert de ces dérives sectaires et de la lutte contre elles, exactement, on va priver tout le monde de liberté. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a des chiffres. On sait qu'à l'époque où la loi va être passée, l'académie elle-même, les académies elles-mêmes le publient, 98% des inspections, je répète le chiffre, 98% des inspections sont favorables. Les 2% restants, c'est pas qu'elles sont défavorables, c'est qu'elles nécessitent une inspection plus approfondie. C'est-à-dire que cette loi séparatiste pour interdire l'école à ce moment-là, elle ne se légitime en rien parce que les inspections sont toutes favorables, ou dans l'immense majorité. Et malgré tout, on va empêcher ce droit-là de pouvoir se pérenniser. Pourquoi ? Parce qu'on sort du confinement. Parce qu'en fait, lors du confinement, les parents se sont réappropriés l'instruction de leurs enfants. Ils ont non seulement constaté la carence de l'État, mais aussi en fait, le rôle qu'ils avaient à jouer là-dedans et peut-être même le plaisir qu'ils avaient à échanger avec leurs enfants dans l'instruction. Et donc, on est passé à des chiffres qui ont été multipliés par 4, voire par 5. Entre ce qui était à l'époque, en 2010, on avait 19 000 enfants. En 2020, on avait 62 000. Et avant que la loi passe, on avait plus de 70 000. Donc c'était en progression et ils ont peut-être eu peur. Voilà. Voyant que les parents reprenaient la main sur l'éducation de leurs enfants, l'État a mis le stop parce que c'était un phénomène qui était jusqu'alors marginal. Et avec ce régime aujourd'hui dérogatif, ils appliquent une politique du chiffre. C'est-à-dire que dans les académies, on dit qu'il ne peut pas y avoir plus de temps d'enfants qui peuvent bénéficier de ce régime-là. En plus, qui va être mis de façon arbitraire. C'est-à-dire qu'on retire le droit aux parents de pouvoir instruire leurs enfants. En gros, on rentre dans un diktat de l'instruction dans lequel l'État prend la main de ton gosse à partir de 8h30 du matin jusqu'à 17h. C'est un kidnapping, en fait, parce que jusqu'alors, tu pouvais avoir le choix de le faire ou non. C'est vrai, hein. Maintenant, on est dans une espèce de kidnapping et personne ne dit rien. Moi, ce qui me choque pas, c'est pas que l'État se totalitarise. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'il puisse continuer son système libéral tel qu'il le fait aujourd'hui, il faut qu'il se totalitarise. Il faut qu'il s'allie avec l'extrême droite. C'est le seul moyen pour qu'il puisse en sortir. Mais que nous, on ferme notre gueule comme on le fait aujourd'hui,
Ça, par contre, oui, il y a une apathie générale. Ça me choque, mais au plus haut point. Il y a beaucoup de parents qui ont voulu justement s'extraire de cette autorité, de cette obéissance, à la faveur, entre guillemets, ou à cause de cette période sanitaire, de ce Covid, parce que justement, il y a beaucoup qui se plaignaient que les enfants avaient le masque toute la journée, c'était invivable, c'était inefficace, ça ne servait à rien, mais c'était une contrainte que tout le monde respectait et que beaucoup ont voulu un petit peu essayer de protéger leurs enfants à cause de ça. Ouais. Là, le malheur aujourd'hui qui nous a frappé, qu'on a vu avec les confinements et les interdictions successives, c'est l'obéissance. C'est pas tant qu'on veuille imposer des restrictions, c'est que les gens obéissaient. Et nous, on a sorti notre fille de l'école, parce qu'en fait, c'était pas une philosophie pour nous, l'instruction en famille. Avec Caro, on est sur beaucoup de combats, beaucoup d'enjeux. Et surtout, nous, on est dans les petites écoles de village où, en fait, on trouvait que notre fille aînée, Lia, elle était hyper épanouie, elle était avec ses copines, elle était heureuse d'y être. Et dès lors qu'elle était heureuse d'y être, il n'y avait pas de raison de ne pas la laisser. Mais à partir du moment où ils lui ont imposé de mettre le masque, de rendre le masque obligatoire à partir de 7 ans aux enfants, il était hors de question qu'elle remette un pied à l'école. C'est une violence en plus. Et là encore, tout le monde laissait ses gamins à l'école masqués comme ça, en leur retirant tout droit, ne leur laissant aucun choix. En fait, c'est dans quel monde vit-on, même en étant parent? Moi, je ne peux pas me regarder dans un miroir et laisser faire ça, en fait, et prétendre que je veux le meilleur pour mes enfants. Donc, en fait, on l'a sorti à ce moment-là. Et on a mis un pied dans la porte de ce qu'était l'instruction en famille. On commençait. En tout cas, non, au début, ils n'ont pas commencé parce que la première année... C'était encore déclaratif à ce moment-là. Voilà, la première année, on envoie juste un mail à l'inspection en disant on vous informe que notre fille va faire l'école chez nous durant cette année. Pas de problème, il y a un binôme d'inspecteurs qui viennent. Et là encore, nous, on les accueille avec, pas avec joie, parce qu'évidemment, on a d'autres choses à faire. Ils viennent vérifier que on les accueille vous êtes de façon cordiale. Que les enfants sont épanouis, exactement. que tout va bien. Eux, ils vont juste vérifier que les filles sont bien sociabilisées, qu'elles ne sont pas endoctrinées ou qu'elles ne subissent pas d'abus. Et donc, OK, pas de souci. Et d'ailleurs, bonne idée. Nous aussi, ils concluent d'un rapport favorable en disant qu'on pouvait reconduire cela. Sauf qu'entre le moment où l'année se termine avec une inspection favorable, la loi séparatiste passe à l'Assemblée. Et donc, à partir de... Je ne sais pas si c'est l'année suivante ou celle d'après. Non, c'est celle d'après 2023-2024. Ils rendent obligatoire cela. Mais il est hors de question, en fait, alors qu'on a tout le temps fait ainsi, qu'on va demander l'autorisation à l'État d'instruire nos enfants en famille. Et donc, tout de suite, on reproduit en fait le même schéma qu'on avait fait avant. C'est-à-dire qu'on renvoie un courrier à l'académie de notre département pour leur dire c'est Limoges. Eh ben, on vous informe que nos filles vont poursuivre l'instruction en famille. Et donc, si vous voulez qu'il y ait un binôme d'inspecteurs qui s'assure que tout aille bien pour elles, on les accueillera sans problème. Et à la place de cela, on reçoit un courrier de l'académie nous disant « Vous ne vous êtes pas conformés au régime actuel, donc on vous demande de remettre les enfants à l'école. » Et on répond « Pas question, en fait. Vous n'allez pas nous priver de ce droit d'un seul coup parce qu'il y a des députés hors sol qui ont décidé de cela sans même que la population ait voté, soit consultée, ait voté, n'ait approuvé quoi que ce soit. » Et donc, on s'est mis en désobéissance là-dessus. Et juste avant d'aller plus loin, je vais juste dire un truc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit que la gauche est au pouvoir à l'Assemblée, d'une certaine façon. Même si elle est désapprouvée par le gouvernement, elle a une majorité. La gauche, aujourd'hui, est silencieuse sur ces sujets parce qu'elle voit d'un bon œil que l'État ait une totale mainmise sur l'école. Et en fait, ça, c'est inadmissible parce qu'aujourd'hui, quand on voit que les seules personnes qui s'érigent contre, c'est des personnes qui ont des valeurs conservatrices, parce que c'est elles, aujourd'hui, qui sont les alliés pour défendre le droit d'instruire librement en famille. En fait, on ne comprend pas qu'ils puissent, du côté de ces partis pour lesquels la population a voté, il n'y ait pas beaucoup plus de soutien pour aller voter. Tu te sens pas assez représenté. En fait, ça vous marginalise sur un camp politique. Exactement. Et comment, en fait, de part et d'autre, on ne prenne pas cette liberté aujourd'hui d'instruire? C'est comme lorsqu'on parle de l'agriculture. Aujourd'hui, on veut une monoculture éducative. Voilà. Comment faire qu'aujourd'hui, on soit tous dans une espèce de monoculture éducative qu'on accepte? On veut des robots. On veut quoi? On veut que nos enfants, on ait une éducation standardisée, que ce soit des bons soldats, et c'est tout. Non, en fait, le phénomène de l'instruction en famille, il est minoritaire, voire même marginal proportionnellement à ce qu'est l'école aujourd'hui. C'est clair que quand on parle de millions de personnes qui vont à l'école, avoir 70 000, 50 000, 100 000 enfants, c'est rien. Mais en tout cas, on ne peut pas refuser ce droit aux familles de pouvoir jouir de cela, surtout lorsqu'on sait qu'elles font de leur mieux, que tout se passait bien. Ça doit être un droit fondamental, tout comme, et d'ailleurs c'est ce que fait le job de ta compagne, le droit d'accoucher à domicile dans des bonnes conditions, d'exercer sa liberté, de pouvoir être
Or, la surmédicalisation dans les hôpitaux, alors ceux qui font le choix, très bien, mais on en revient à ce qui s'est passé pendant le Covid par rapport à la vaccination. Laissons le droit à ceux qui veulent de le faire, et ceux de ne pas le faire, de ne pas le faire. Parfaitement. Et effectivement, on rentre dans cette même logique où finalement, la souveraineté, elle est bafouée. Et c'est là, bon, en fait, vous récupérez ce combat finalement de manière très logique par rapport à ce que vous avez toujours défendu. On le récupère et surtout, ce n'est pas notre combat de base. Nous, on voit que pour beaucoup de gens, c'est un projet de vie, beaucoup de parents, d'éduquer leurs enfants, de leur faire cette instruction. Ça peut être un plaisir aussi. Nous, ce n'était pas le cas dès le départ. Mais quand on a vu que la loi s'est durcie, on a dit qu'on allait rentrer en résistance avec l'association Enfance Libre pour désobéir collectivement par rapport à cela. Donc en fait, c'est le durcissement de la loi qui nous a amené à prolonger, parce que le masque a été retiré à l'école. On aurait très bien pu remettre l'IA parce qu'elle était désireuse de cela à ce moment-là. Et donc on a poursuivi, déjà en nous mettant en lien avec d'autres familles, c'est-à-dire en faisant l'instruction en famille. Alors du coup, comment vous organisez avec ces autres parents aujourd'hui ? Alors, au départ, il faut savoir qu'il y a un écosystème là où on est qui fait qu'il y a pas mal de familles qui font l'instruction en famille avant que la loi se durcisse. Donc, on se rassemble les uns et les autres. Il y a une coordinatrice qui est là au milieu de ça, qui va mettre un planning où, en fait, un binôme de parents va s'occuper du groupe des enfants chaque jour avec un programme commun. Nous, on se fait des réunions, ce genre de choses. Ce qui fait qu'on arrive quand même à créer une atmosphère, exactement, où les enfants grandissent ensemble. Alors, la différence avec l'école, c'est que les petits sont aussi avec les grands, mais ils ont des temps à part et ainsi de suite. Et on est énormément à l'écoute de cela, de leurs envies. On structure les projets par rapport à leurs propres désirs. Donc, s'ils veulent apprendre le cinéma, ils sont intéressés par ça, on va essayer de réaliser un film ensemble. S'ils veulent apprendre autre chose, et en fait, ça va être un prétexte pour faire des mathématiques là-dedans, pour faire du français là-dedans. Et donc, on part des projets pour inculquer la lecture, l'écriture et ainsi de suite. J'aurais bien aimé une école comme ça, moi, à mon âge. Bah oui. C'est beaucoup plus stimulant que d'écouter le prof et de prendre des... Complètement. Et nous, on voit nos enfants grandir en plus à ce moment-là. Et puis, ça nous permet aussi de nous impliquer là-dedans d'une certaine façon et d'avoir aussi un espace de liberté parce qu'on sait que d'autres parents en qui on a confiance vont poursuivre là-dedans. Donc, on a fait ça pendant quelques années. Sauf qu'en interdisant progressivement ce droit pour en faire un régime de dérogation, le nombre de familles n'a cessé de réduire. Et là, on avait un projet collectif d'instruction en famille. En fait, il n'y a eu plus personne parce que progressivement, les gens ont commencé à rescolariser leurs enfants. Ils ont eu peur ou ils se sont sentis contraints. Une grande partie des gens ont peur et se sont sentis contraints. Et je ne veux pas juger ça parce que je ne peux pas être à la place de quiconque, parce que je sais qu'il y a beaucoup de difficultés auxquelles chacun doit faire face, chacun traverse là-dedans. Simplement, moi, le cri du cœur que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est de dire que tous les droits qu'on a acquis aujourd'hui, c'est parce que la population a été solidaire et s'est érigée pour pouvoir défendre et acquérir des nouveaux droits, si ce n'est ne pas les perdre. Et en laissant faire, en pensant chacun chez soi, individuellement à son foyer, tout le monde perd. On laisse la place à la destruction des droits. Et donc, aujourd'hui, les confinements successifs ont exacerbé l'individualisme, ont exacerbé une forme de vie virtuelle, ou en tout cas virtualisée de plus en plus. On ne se retrouve plus dans les rues, on ne se retrouve plus à faire ensemble. On a peur du contact, on a peur du toucher, on a peur de faire tout ça. Et ça se manifeste jusque dans la défense de nos droits ou la mise en place de projets où en fait progressivement on va se distancier les uns des autres. Là on devrait s'unir et se rapprocher. Et donc voilà, avec l'instruction en famille, il y a cet asso à Enfance Libre qui fait un travail magnifique, qui fait un travail remarquable. Il y a une centaine de familles en France qui s'est réunie pour aller au-devant de la loi, au-devant de l'État, signifier qu'ils vont reprendre leurs droits et leur souveraineté collectivement, quand bien même on leur retirerait ce droit-là. Et donc, ils vont en justice aujourd'hui pour manifester cela. Mais la justice, elle est d'une grande lâcheté. Et moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai des procès chaque année, malheureusement, qui me tombent dessus. Donc, en fait, moi, au début, quand je suis allé en justice, j'ai essayé de me défendre philosophiquement, d'expliquer que les urgences actuelles que l'on traverse, écologiquement, de façon agricole et tout ça, nécessitent qu'il puisse y avoir des jurisprudences. Et à chaque fois, en fait, en face, on me disait « oui, mais on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'est la loi ». Et donc, les seules fois où il nous arrivait de gagner, et donc maintenant on comprend, c'est lorsqu'il y a des vices de procédure. Lorsque tu vas utiliser la règle pour aller prendre quelque chose, le contourner là, ah, t'as pas reçu ce courrier-là, donc là, tu vas pas pouvoir me condamner. Donc vous êtes des experts en vices de procédure. On n'est pas des experts, c'est les avocats qui sont des experts. On est entouré d'avocats. Vous allez sur ce terrain-là parce que Mais c'est un jeu parmi d'autres jeux, en fait. Mais il ne faut pas juste jouer selon les règles qu'on veut nous imposer, en fait. Et un bon joueur d'échecs, il comprend qu'il faut qu'il ait l'initiative. Donc là, nous, on nous amène en procès.
On va y aller le 28 février. Alors voilà, c'est le 28 février, il y a le jugement qui par rapport à cette affaire. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que risque un parent qui retire ses enfants de l'école? Alors, dans ce qui est énoncé, tu as des peines, je les connais même pas, tu vois. Les peines, ça m'intéresse pas parce que, pardon, j'ai pas envie de raisonner à travers ce spectre-là. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui vont en justice, parce qu'il y a eu d'autres familles avant nous, elles reçoivent une amende de quelques centaines d'euros, une amende en sursis. Donc, c'est plutôt quelque chose de dissuasif, je dirais, plus que de contraignant, de coercitif, véritablement. Okay. Personne n'a envie d'aller en justice, ne serait-ce que le spectre de la justice. Il agite le spectre de la peur, le spectre de retirer les enfants, le spectre de la prison. En faute. Voilà, et en fait, ça va réveiller toutes ces peurs-là dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a un travail à faire en nous qui est d'aller questionner la peur qu'on a quand elle jaillit, la peur irrationnelle, la peur de l'État, de la répression. Et donc, il est nécessaire qu'on puisse faire ce travail sur la peur pour pouvoir aller au-delà de cela. De comprendre que c'est comme un plafond de verre. Que, en fait, si tu grattes, tu vas dépasser, tu vas aller déborder et tu le fais collectivement, qu'est-ce qui se passe? On est organisé. La commune, c'était ça. Les résistants pendant la guerre, c'était ça. Et heureusement c'est qu'en fait, oui, il y a des lois iniques qui sont votées par un régime autoritaire. En fait, on va s'ériger collectivement. Et puis, s'il faut aller prendre les armes in fine pour défendre ces droits-là, les gens prenaient les armes pour défendre ces droits-là. Il faut se le dire aussi, quand même, à un moment donné. Et là, vous prenez les armes juridiques telles qu'elles sont? Aujourd'hui, voilà, on prend les armes proportionnellement à celles que vous avez en face de vous. Mais est-ce que vous risquez qu'on vous retire vos enfants? Est-ce que c'est un risque, non, ça? On n'a pas ce risque-là. On n'a pas ce risque-là parce qu'on est quand même dans un pays de droit. Et je tiens à rassurer quand même les gens par rapport à ça. Et la chance que l'on a aujourd'hui en France, c'est qu'il y a des droits pour lesquels les générations passées se sont battues. Donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, il faut aussi se baser là-dessus. Donc, on ne peut pas faire cela. On peut essayer de mettre des bâtons dans les roues des gens. Vous retirez les aides. Exactement, c'est ce qu'ils font. Ils retirent les allocations à bon nombre de familles. Donc, il y a des cagnottes de solidarité qui se mettent en place. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des solidarités aussi. La contrainte, dans un espace donné, elle va donner de la liberté. Et donc, plus la contrainte est présente, plus elle va nécessiter de la créativité en matière de liberté à prendre et de réponses à apporter. Et donc, on voit aujourd'hui tout un tas d'actions qui sont mises en place, créatives et solidaires, qui redonnent foi en l'humain. Paradoxalement, en ce qui me concerne, c'est depuis ces 10 dernières années de lutte que j'ai pu tisser les plus belles amitiés, que j'ai pu tisser aussi, vivre les aventures les plus intenses dans ma vie. Et c'est vrai qu'avec Caro, on a coutume de dire cela, l'inconfort est stimulant. Et donc, oui, il y a menace en allant à un procès de prendre une amende, et ci et ça. Mais en fait, tout ce qui va se vivre autour, il y a bien plus que ça. Et moi, c'est vrai que je pense que je m'écarte un peu du sujet, mais j'ai la foi parce que je pense qu'il y a aussi des forces qui agissent dans l'invisible, parce que j'ai l'espoir qui est toujours plus grand, parce que je vois en fait que dans l'ombre, il y a beaucoup de gens aussi qui œuvrent et agissent, et des alliés peuvent arriver de toutes parts. Même au sein de l'administration, il y a des alliés qui arrivent comme ça, qui surgissent. Et on l'a vu. Est-ce que tu m'as raconté une petite anecdote de ce rendez-vous avec quelqu'un? Ah oui, en fait, quand... L'année dernière, donc, quand on refusait de demander l'autorisation en sujet de l'instruction en famille, on nous a convoqués chez le délégué du procureur. Donc on arrive avec Caro, d'abord il veut nous recevoir indépendamment l'un de l'autre. On a dit c'est hors de question, vous allez nous recevoir ensemble. Oui, c'est bizarre, ok, donc il fronce un peu les sourcils, on va vous recevoir ensemble. Ok, on s'est assis dans son bureau et donc il prend le dossier parce que lui-même ne connaissait pas la loi. Il dit ah oui, vous refusez de scolariser vos enfants. Non, pas du tout. En fait, on va vous expliquer ce qu'est la loi aujourd'hui. Et on explique ce que je te dis là, c'est-à-dire qu'il y avait ce régime dérogatif pour lequel en plus on avait une inspection favorable et que d'un seul coup on nous impose de devoir rentrer dans ce régime de dérogation. Et on lui explique, on déroule l'affaire. Et il dit, j'en conclus que vous ne voulez pas de ma négociation, entre guillemets, qui était de payer une amende et faire des journées de citoyenneté. On lui explique que non, évidemment. Et il nous dit, vous avez raison, il faut défendre vos droits. Et en fait, d'un homme qui était censé être de l'autre côté, oui, on a réussi à toucher au cœur de cet humain-là et de comprendre que ce qu'on défendait à travers cette lutte, si je peux la nommer ainsi, sur le droit d'instruire en famille, pouvait toucher par-delà la représentation, par-delà la casquette. Et en allant chercher chez l'autre sa sensibilité, exactement, au lieu de vous braquer et de finalement rentrer en confrontation, il finit par se rallier à votre cause. Exactement.
C'est quand même assez révélateur derrière tous ces procéduriers, ces bureaucrates au service de l'État, et qui font que malheureusement on subit aussi ce diktat de l'État. En fait, il n'y a que des humains qui sont prêts à être d'accord avec nous. Exactement. Si on arrive à se responsabiliser, si on arrive à personnifier notre tâche et comprendre qu'on n'est pas des automates qui allons déléguer en appuyant sur un bouton ou renvoyant un autre service, qu'on a un pouvoir à exercer là-dedans, on peut à chaque fois influer le cours des événements. Et tout à l'heure, je me suis montré très critique à l'égard du système judiciaire, et je le suis toujours très critique parce que je trouve que la justice, ça devrait être des débats de fond plutôt que des sujets de forme. Et aujourd'hui, c'est une coquille vide pour moi, la justice. Mais par contre, dans le système judiciaire, j'ai vu aussi, là encore, une juge au procès des cabanes qui a eu lieu l'année dernière, procès qu'on a gagné pour la défense des cabanes, là où nous vivions auparavant, pour les rendre libres. J'ai vu l'humanité dans le regard de cette juge qui, lorsque la procureure était en train d'incendier François et les habitants parce qu'ils vivaient en cabane sans demander l'autorisation et ainsi de suite, voyait en fait tout ce qui était entrepris et l'humanité qu'il y avait derrière François, derrière cette cause qui était défendue, qu'on a accompagné à défendre d'ailleurs à cette époque, et donc qui a été sensible à cela. Et qui a permis aussi de gagner ce procès-là. Donc il y a toujours des humains derrière la fonction, derrière la représentation. Et quand je parle de foi, moi je vois une foi en plus grand, c'est qu'en fait, quand on demande de l'aide, quand on prie, et on le fait collectivement aussi, à travers ce pouvoir-là et cette force, on ne peut pas contrôler ce qui va arriver par la suite. Il y a des alliés qui vont arriver, il y a des choses du destin qui vont intervenir. Et la leçon de vie que moi j'ai eue ces dernières années, c'est de faire le premier pas, l'impulsion pour aller lancer la mécanique. Et après, on a plein d'alliés, même de cadeaux qui arrivent à nous. Et donc, voilà, c'est pour moi cultiver cette foi que des jours meilleurs arriveront toujours si nous-mêmes nous les cultivons par nos pensées, par nos actes, par nos paroles qui sont créatrices et ainsi de suite. Oui, il n'y a pas que la désobéissance dans votre mouvement aussi. Il y a beaucoup de l'ordre de la conviction, de la foi, de l'utopie, mais de l'utopie réaliste et de cette énergie. De la l'utopie, de la lutte et de l'utopie. Il faut la l'utopie. Ça c'est bien dit, ça résume très très bien le combat. Et finalement, c'est vrai que depuis 7-8 ans qu'on se connaît et que tu me partages aussi le récit de tes aventures et que nous a partagé dans Nexus, je ne sais plus en quelle année, c'était en 2019, 2020. Ouais, c'était avant le Covid, 2019, pendant une année. Ouais. Dans chaque numéro, une petite chronique pour nous expliquer un peu les récits de ces aventures, les échecs et les victoires. Et d'ailleurs, là, tu nous partageais ça, c'est vrai, dans votre précédent lieu. François et qui vous viviez et qui était là sans embêter personne pendant des années, qui vivait en total respect de la nature. Hein. Alors, franchement, l'homme le plus sobre de France. Qui au contraire a gradé sa terre. Alors agradé, si tu peux l'expliquer. Agradé, c'est l'inverse de dégradé, c'est-à-dire qu'il partait d'une prairie nue qui avait été pâturée pour replanter des haies fruitières, pour reconstituer des mares pour la faune, pour pouvoir s'abreuver, qui construisait des cabanes intimes, juste avec ce qu'il trouvait sur son terrain, avec du foin, de la terre et du bois, et donc qui vivait de la façon la plus autochtone possible. On retirait à cet homme le droit de vivre ainsi, sobrement sur sa terre, avec la terre. Et donc, nous, à l'époque, ça nous a... Non seulement ça nous a choqués, mais là encore, on s'est dit, il n'est pas question qu'on laisse faire. Et donc, on s'était mis avec François pour défendre son lieu. Et donc, cette victoire de 2024, elle est hyper importante pour nous, parce qu'elle montre que des lieux pour lesquels on se met collectivement en défense, ça peut marcher. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est important aussi de partager ce message à un moment où il y a beaucoup de morosité dans les nouvelles que l'on voit du monde, parce qu'on tait les bonnes nouvelles aussi. Oui. Et il y en a des bonnes, il y a des motifs aussi de réjouissance qui peuvent intervenir. Je suis conscient que ce n'est pas suffisant par rapport à tout ce qu'on devrait mettre en place, mais pour moi, c'est ça, en fait, cultiver l'espoir. C'est aller regarder aussi tout ce qui va marcher et tout ce qui est entrepris aussi à travers ces ouvriers de l'ombre pour permettre à ce que des sociétés émergent. Aujourd'hui, des écolieux en France, mais il y en a des milliers en fait. Depuis les confinements, il y a tellement de gens qui ont déserté la ville. Il y a tellement de gens qui sont partis vivre à la campagne, mais c'est ahurissant. Et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Il y a des aventures collectives, il y en a plein. Nous, on vit dans un endroit où il y a des épiceries autogérées solidaires. C'est-à-dire que tu rentres, tu pèses toi-même tes courses, tu peux payer la moitié du prix si tu estimes que tu n'as pas les moyens, tu donnes l'argent d'une fente et tu repars. Et en fait, tu fais tes courses comme ça. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne depuis 3 ans. Tu vois, il y en a plein en fait, des luttes et des utopies qui réussissent, qui se mettent en place. C'est juste que faut éteindre l'écran, éteindre la télé,
Mettre le projecteur là-dessus, quoi. Et aller sortir des sentiers battus et aller vadrouiller, prendre son petit vélo, aller à pied et aller rencontrer des gens dans les campagnes comme ça qui prennent des bifurcations, qui prennent des trajectoires. Et il y a tellement d'histoires qui se vivent dans nos campagnes. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Alors, encore faut-il qu'au sein des collectifs, on arrive à composer ensemble. Là, c'est le grand défi qui va arriver. C'est le facteur humain. C'est le facteur humain et je pense qu'on va y arriver. T'as la solution à ça? Parce qu'il y a beaucoup de solutions à côté, mais... on y réfléchit. Comment on se coordonne entre gens qui ne se connaissent pas beaucoup, qui vivent comme ça? L'idée, c'est de créer des appartenances communes, déjà. Il faut recréer des liens qui font qu'on a envie de faire ensemble. Et donc, ça peut être à travers des événements festifs, à travers des balles, ça peut être à travers des luttes communes, ça peut être à travers plein d'aspects, en fait, l'appartenance. Vous l'avez fait récemment en plus. Et d'ailleurs, vous avez fait un petit coup de projecteur sur votre habitation. Vous avez lancé un appel à soutien sur cette fameuse maison en pétales, cette yourte évolutive qui permet de vivre dans des très bonnes conditions. Exactement. Vous avez fait un petit peu porte ouverte, journée portes ouvertes. Ouais. On passe d'un sujet à l'autre, mais c'est vrai que chez nous sur le terrain, on travaille avec des constructeurs qui sont des rêveurs aussi, et donc on invente des nouveaux habitats pour l'avenir. Donc à chaque fois, le curseur commun avec l'habitat léger, c'est que c'est sans fondation. On parle d'habitat réversible, il n'y a aucun sol qui n'est artificialisé, et surtout avec des matériaux le plus naturels possible. Et donc avec Yves de Sarzins, qui est à l'origine d'une maison qui s'appelle la Maison Nomade, qu'il a construite il y a 10 ans, qu'il a imaginé démontable, facile à construire, en autoconstruction et tout ça. On a imaginé une maison à partir de ce module où on pourrait avoir des pièces qui s'ajouteraient et se retireraient pour pouvoir accueillir un nouvel enfant dans son foyer, par exemple, ou pouvoir retirer un pétale, donc ça s'appelle la maison en pétale, pour pouvoir le prêter à son voisin. Et donc nous, on a construit la toute première maison en pétale chez nous, dans laquelle on vit avec nos enfants. Donc chez nous, on a 4 pétales. Enfin, il y en a 5 exactement, mais un qu'on a laissé ouvert pour avoir un plus grand espace. Et aujourd'hui, on a produit des plans. Grâce à Yves et grâce à Dorian, il y a une série vidéo qui a été faite pour apprendre aux gens à autoconstruire et avec tout un tas de tutoriels pour autoconstruire. Et maintenant, il y a plein de gens qui sont en train de s'approprier la maison en pétale. C'est du open source. C'est du open source complet. Et donc, l'idée, dans cette Lutopie, on va en procès, on lutte, on crée des maisons avec des imaginaires souhaitables qu'on souhaite voir advenir pour la suite de l'utopie. Et c'est ça la l'utopie pour nous, c'est faire vivre ces deux-là. On a besoin de résister par rapport à l'ogre, qui est l'ogre destructeur de toutes les velléités humaines qui veulent s'approprier et accaparer toutes les ressources, qu'on appelle le capitalisme néolibéral. Et de l'autre, il faut pouvoir proposer des alternatives dans lesquelles on se projette, de la rêverie, de l'imaginaire dans lequel on a envie de voir, qu'on a envie de voir advenir. Et ça s'appelle l'utopie. Parce qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne connaît pas son cap. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des directions de poésie, ces espaces où on peut... voir le temps se figer, voir comme les cabanes le proposent chez François. Nous, on essaye de le faire chez nous au Croissant Fertile. Il y a plein d'autres lieux qui le font en France comme ça, où en fait, c'est des instants où on regoute à la joie de vivre. En fait. Et aujourd'hui, le plus gros cadeau, le plus gros travail qu'on puisse se faire, c'est retrouver cette joie de vivre qui va nous donner ce feu vital qui va nous mettre en mouvement. Et je vois quand on asphyxie une population, on la rend apathique, on la déprime complètement, et la déprime, ça rend apathique. Et donc, il ne faut surtout pas céder à cette déprime sociétale. J'avais écrit une chronique là-dessus, ne pas céder à la déprime sociétale. C'est un travail, c'est comme une graine qu'on va arroser, de cultiver l'espoir et d'aller mettre son cap et son énergie sur les projets pour lesquels on peut avoir une emprise et pour lesquels on peut agir. C'est Socrate qui en parlait très bien à travers ces 3 tamis que tu connais peut-être. C'est quand je reçois une information, est-ce qu'elle est vérifiable ? Est-ce qu'elle m'est bénéfique ? Est-ce que je peux agir en faveur de celle-ci ? Si elle passe pas ces 3 tamis, en fait, ton information, elle m'intéresse pas. Oui, sinon ça rend impuissant. Oui, exactement. Et ça génère la frustration, qui génère la dépression, qui génère l'apathie. C'est vrai, c'est très juste et c'est d'autant plus difficile quand on veut informer les gens par rapport à des scandales, parce qu'il faut le faire aussi et qu'on n'a pas de solution à court terme, parce que parfois on veut juste dénoncer, montrer coup de projecteur sur un scandale d'État ou de corruption qui est majeur pour les citoyens, mais on n'a pas forcément de solution. Et c'est vrai qu'à terme, ça provoque aussi cette résignation, cette impuissance. Et effectivement, si on ne met pas le coup de projecteur sur des projets comme les vôtres, ça peut pousser les gens à croire que on est tous foutus et que ça ne sert plus à rien d'essayer de croire à un avenir meilleur. Donc franchement, c'est quelque chose de très important. Et ce qui me passait à l'esprit, là, c'est comment
comment vivent vos filles parce qu'elles sont petites. Ouais. Comment est-ce qu'elles vivent ce parcours utopique, de l'utopie comme tu le racontes? Est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles vivent et est-ce qu'elles arrivent à être épanouies là-dedans avec les autres enfants? Alors, nos filles, déjà, elles ont pas mal de caractère, pas mal de personnalité. Et donc, quand tu as un mouvement qui s'appelle la désobéissance fertile et que tu as des enfants, elles sont éminemment désobéissantes. Et moi, en tant que papa, je ne l'accepte pas si bien finalement, quand ça me concerne en tout cas. C'est là tout le paradoxe. Non, ce que je veux dire, c'est que nos filles, déjà, on leur parle énormément avec Caro. Là, cette année, donc, pour poursuivre l'histoire de tout à l'heure sur l'instruction en famille, on les a remis à l'école cette année. On les a remis à l'école parce que l'IA, ça faisait longtemps qu'elle manifestait le désir d'y retourner parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'amis de son âge. D'autant plus que les rangs rétrécissaient auprès des familles. Et donc, on l'a remis cette année. On ne se voyait pas mettre l'IA et pas Mani. Et donc, on a mis Mani. Alors, l'IA, ça s'est bien passé parce qu'en fait, elle a recompris les codes, elle a retrouvé ses amis, c'était son aspiration. Mani, elle l'a subi. Donc, c'est beaucoup plus dur pour Mani. Parce que d'un seul coup, alors qu'elle a toujours fait l'instruction en famille avec nous, elle a vu qu'il fallait parler quand on lui disait de parler. Ouais. Elle était assise, toute la journée. Elle doit se conformer à tout ce qu'on lui demande de faire, alors qu'il n'y a aucune raison à cela. Elle demande des justifications qu'on ne lui apporte pas. Et donc, elle est triste. Et chaque matin, c'est une lutte pour pouvoir l'amener. Donc, c'est très difficile. Nous, c'est la raison pour laquelle aussi on les sort de temps en temps. Et on va continuer à le faire jusqu'à temps qu'on trouve une solution qui permette de les épanouir elles aussi. Parce qu'il y a la solution de l'école privée, mais on n'a pas les moyens financiers pour pouvoir les mettre. Et en tout cas, on réfléchit d'une année sur l'autre à voir ce qui est le mieux pour nos filles et passer beaucoup de temps à côté de ça avec elles pour pouvoir justement leur expliquer que effectivement, c'est dur ce qu'elle vit, Mani, mais c'est initiatique aussi. C'est-à-dire qu'elle voit ce qu'est aujourd'hui la société. Elle voit effectivement qu'il faut un cadre pour lequel se conformer et que si chacun fait ce qu'il veut, ça peut devenir chaotique. Donc, d'une certaine façon, c'est structurant. Et ça, je vois aussi cet aspect. J'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain à ce moment-là. Parce que moi-même, j'ai grandi en école publique et en fait, voilà. Il y a des aspects positifs aussi. Il y a des aspects positifs aussi, exactement. C'est juste que là, elle le subit. On ne le choisit pas, c'est l'aspect. Et par contre, à contrario de cet aspect sociétal, se conformer aux règles collectives, il y a le fait d'éteindre sa flamme, son feu, sa liberté. Mani, un des premiers mots qu'elle a dit quand elle est née, après papa et maman, c'est liberté. On a une image, Caro et moi, quand on vivait aux cabanes, on lui demandait de faire quelque chose où elle avait même pas 2 ans et elle lève le poing comme ça, elle dit « Liberté !» Et en fait, elle a vraiment ce truc et je pense que chaque enfant est différent et unique et effectivement, il y a ce que nous, on va lui transmettre, mais c'est ce qu'il a aussi en lui. Et Mani, elle est éprise de liberté. Et de ne pas l'avoir, cette liberté, pendant 4 jours par semaine, c'est difficile pour elle. Et d'ailleurs, elle parle de jours de congé quand elle ne va pas à l'école. Elle, c'est le travail. Elle a le champ lexical du travail et de la prison qui lui vient. Ce qu'on subit après en étant adulte, après, finalement, c'est vrai qu'on éteint un peu ce feu de l'enfant qui finalement découvre la vie et dans l'émerveillement permanent et qu'on va contraindre sur une chaise et un petit pupitre. Ouais. C'est un peu triste. C'est formateur et c'est en même temps un petit peu dommage parfois. Et là, tu vois, nous, on a arrêté d'une certaine façon aussi d'instruire nos enfants et donc ce combat de l'instruction en famille tel qu'il est aujourd'hui parce qu'on voit que ça nous épuise à côté du combat qu'on mène sur l'habitat réversible parce que, alors on n'a pas arrêté parce qu'on refuse toute négociation. On nous a reconvoqué chez le délégué du procureur pour nous proposer une négociation le mois dernier. On a de nouveau refusé. On a dit qu'on va aller en justice et on va aller défendre l'affaire, ne serait-ce que pour mettre le focus pour que la population sache ce qui se passe et qu'il puisse y avoir un vent de révolte qui puisse se construire et se structurer. Donc, on va aller au bout de ça, évidemment. Mais on arrête cette histoire de l'instruction en famille puisqu'on ne peut pas continuer. Dans notre famille, ça nous prend beaucoup trop d'énergie. On voit que même la qualité de relation qu'on avait avec nos filles, bref, n'était pas celle qu'on voulait. Par contre, et c'est là où je veux en venir, c'est que je veux absolument qu'on puisse lutter pour ces droits-là, qu'on puisse soutenir, en fait, toutes celles et ceux qui continuent à aller se mettre en désobéissance là-dessus et pouvoir former des solidarités. Moi, je trouve malheureusement que les solidarités aujourd'hui, elles sont pas suffisantes. Jusqu'à présent, c'est de dire on va se mettre à manifester le jour du tribunal. Mais en fait, ça n'a jamais contraint personne de manifester devant le tribunal. Ça nous permet de nous voir et de reprendre un peu d'élan, comme le font les manifestations, mais ça n'a aucun impact. Donc en fait, il faut pouvoir se structurer aussi de façon à être beaucoup plus impactant par rapport à l'État,
par rapport à tout ça. Et moi, j'en appelle parce que j'ai toujours, parmi les spectres de choses qu'on peut agiter, il y a évidemment la désobéissance, mais il y a aussi le fait de conformer la loi par rapport aux désirs de la population. Donc, que les députés et les sénateurs aillent refaire voter une loi qui redonne le droit à la population de pouvoir... Tu penses qu'il y a une chance qu'on puisse faire ce lobbying citoyen? Est-ce que tu as déjà pris contact avec des députés ou des sénateurs sur ce sujet-là? Alors moi, je suis impliqué actuellement pour une autre loi qu'on espère passer avec un groupe, c'est pour que les agriculteurs puissent s'installer sur leurs terres en habitat réversible. Là, on leur refuse aussi ce droit-là, alors qu'eux, ils nourrissent la population, ils n'ont pas souvent les moyens. C'est le minimum quand même. Exactement. C'est vrai. Donc on s'applique là-dessus. On a lancé une pétition à ce sujet qui a réuni 14 000 personnes. On sait qu'une pétition aujourd'hui, ça n'a pas force de loi, mais en tout cas, ça réunit du monde derrière. Là, on va essayer d'aller voir les sénateurs pour frapper à leur porte pour changer la loi. Donc moi, je m'investis beaucoup plus sur cette loi actuellement. D'accord. Et j'ai décidé de mettre le cap là-dessus. Mais au sein d'Enfance Libre et des autres associations comme l'EDA, les Enfants d'abord et tout ça, il y a du monde mobilisé pour aller faire changer la loi. Mais il faut toujours plus de monde. Aujourd'hui, les assos, elles ont moins de subventions, la population a un peu le moral en berne. Donc en fait, il faut de l'impulsion, quoi. Il faut de la force pour aller pousser ça. Et ça, c'est vraiment un devoir de citoyen de donner 2 heures par semaine à une cause à laquelle il croit et pas seulement distribuer des repas. C'est bien, mais je veux dire, être proactif pour les changements de société qu'on souhaite voir advenir. Et pardon, je ne veux pas juger ceux qui font des maraudes parce que c'est hyper précieux de le faire. Excuse-moi, je m'excuse auprès de ceux qui pourraient penser ça de moi. Mais aller donner de son temps, de s'investir pour faire bouger la loi. Parce que la loi, en fait, ou la société, elle ne bougera que si nous-mêmes nous le faisons et que nous sommes prêts à aller aussi loin que l'objectif le nécessitera. Et pas s'arrêter en chemin, c'est clair. Alors du coup, il y a déjà cette date du 28 février, oui, après laquelle on pourra savoir un petit peu quelles vont être un petit peu les conséquences de tout cela. On essaiera de relayer un maximum. Qu'est-ce que peuvent faire les gens s'ils veulent s'investir, vous aider, vous rejoindre? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un site internet, une plateforme? Alors sur l'instruction en famille, ils peuvent rejoindre l'association Enfance Libre. Ils peuvent même adhérer parce qu'à travers les dons, il y a des avocats aussi, il y a des cagnottes solidaires qui sont mises en place. Donc que ce soit du temps ou de l'argent, en fait, il y a la possibilité de rejoindre ces associations. En ce qui nous concerne, nous, dans l'actualité, je vais être auditionné en gendarmerie sur l'habitat léger parce qu'on va vouloir nous délégitimer le droit de vivre sur nos terres. Donc, on va se mobiliser très largement et on va aller aussi loin qu'il le faut parce qu'il n'est pas question qu'on nous retire ce droit-là. Donc, je tiens à informer les gens parce qu'on va mobiliser du monde. On est en train de réfléchir à la façon avec laquelle on va opérer pour cela. Donc, on va tenir informé et merci de le relayer à travers Nexus. Ça va être hyper précieux. Nous, on a un lieu, c'est le Croissant Fertile, où on accompagne tout au long de l'année à travers des stages et des chantiers des gens qui veulent apprendre à se réensauvager d'une certaine façon, qui veulent se réapproprier des savoirs. Il y a tout un tas de chantiers et de stages qu'on fait durant l'année où on pratique des prix solidaires pour que les gens qui n'aient pas nécessairement les moyens ou qui soient au RSA et l'accessibilité et que ce soit pas un truc de gens aisés. Et donc, on invite les gens à venir nous voir pour pouvoir apprendre cela, apprendre à vivre en collectif parce que à chaque fois, les chantiers qu'on fait, c'est un prétexte à vivre en tribu. Et surtout, par-delà nous, c'est aller frapper à la porte de son voisin, sa voisine, s'unir. Parler, c'est une chose, agir, c'en est une autre. Et donc composer ensemble. Et moi, la devise des mousquetaires, c'est la devise que j'aime le plus. Un pour tous et tous pour un. Nous, on essaye de mettre ça en place autant que l'on peut les uns avec les autres. C'est-à-dire que si tu touches l'un d'entre nous, là, ils veulent s'en prendre à nous, c'est le préfet qui veut s'en prendre à nous sur l'habitat léger. Moi, j'espère que tous les autres vont venir nous aider. Tout comme si un de nos voisins va se faire embêter, inquiéter, nous, on va tous venir. On va foutre un énorme bordel pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas aujourd'hui empêcher toutes celles et ceux qui agissent en faveur de véritables changements de société de le faire. Non seulement on a la nécessité de le faire, mais en plus on ne peut pas retirer à ceux qui ont le courage d'y aller la capacité de le faire. Donc en fait, on va se mobiliser comme toujours et puis prier aussi, effectivement, et puis prendre du plaisir et de la joie dans d'autres aspects, d'autres moments. Parce que notre vie, elle n'est pas que lutte. C'est ça que je veux dire aussi. Il y a plein de moments quand on vit de cette façon-là qui sont hyper paisibles, hyper tranquilles, hyper joyeux, hyper festifs, hyper poétiques. Nous, on aime danser, on organise des baltrades, on en rejoint d'autres. Il y a du monde qui vient à ces événements. Ouais, il y a du monde qui vient, ouais. Et en fait, on se lie d'amitié. Aujourd'hui, quand je vais en ville, ça va vite. Tu vois, on se voit 1 heure, on déjeune, on fait une interview, tatati, tatata.
Quand tu es à la campagne, bah, tu C'est prends du vrai. temps en fait, et tu prends du temps aussi pour discuter, pour te retrouver, pour te promener, pour te baigner, pour vivre Remettre aussi. du temps au temps. Pour remettre du temps Ouais. au temps. C'est un des enjeux. Bon, je connais la réponse, mais j'ai quand même envie de la poser. C'est est-ce que vous reviendrez un jour vivre en ville? Jamais. Vous êtes heureux là où vous êtes? On est hyper heureux et l'invitation, elle est vraiment de sortir du bitume pour les gens qui veulent y aller. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui veulent y aller et qui en ont eu les moyens financiers l'ont fait ou le font globalement. Alors toi, on en parle depuis des années, mais voilà, je pense que beaucoup de gens ont fait le choix d'y aller quand ils l'ont voulu. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on s'imagine que vivre à la campagne, comme on le fait, c'est un choix de riche. Il faut être aisé. Et tous les gens qui vivent en cité, tous les gens qui vivent en HLM, tous les gens qui vivent dans des logements sociaux ou qui ont des difficultés de logement, en fait, elles ne comprennent pas que leur loyer qu'elles payent 500, 600, 700, en fait, aujourd'hui, tu te construis un habitat léger. Ta yourte, tu la payes 9 000, 10 000 euros. Nous, on en vend d'ailleurs avec l'association à partir de 9 000 euros, des yourtes de 28 mètres carrés. Donc, tu as ton logement à 9 000 euros. Ouais. Bah oui. C'est-à-dire que ça équivaut peut-être à 15 loyers. Ouais. Et après, tu es autonome et tu peux vivre sur tes terres. Tu vois, et donc, tu as ton habitat, tu n'as plus de loyer à payer. Nous, on n'a plus de facture EDF, on n'a plus de facture d'eau, on n'a plus de facture de tout ça, en fait. Donc, une fois que tu as pu investir dans tes installations qui ne coûtent pas si cher que ça quand tu te débrouilles bien, parce que la chance d'une société du gaspillage, c'est la récup quand même. C'est que tu as une multitude de récup. Tu peux choper des panneaux solaires à 10 € le panneau. Tu vois, il y a énormément de choses que tu peux reprendre comme ça. Et moi, j'ai vraiment envie de partager ça. Et avec la Fédération de l'habitat réversible, parce qu'on est impliqué dans cette fédération, on lance une campagne qui s'appelle Habitons les jardins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des jardins, qui mettent à dispo des personnes âgées, généralement. Ouais. Et tu vas poser ta cabane dessus, tu vas poser ta yourte, tu vas poser ton dôme, tu vas poser ta maison en pétales, ta figue, ta roulotte, ta carter, ce que tu veux, ton tipi, ta caravane, ton mobil-home. Parce qu'il y a tout, en fait, qui est en train de se constituer. Et de là, tu vis et tu te sors, en fait, du crédit. Tu te sors du loyer. Tu te sors de ça et... ça recrée du lien aussi. Tu prends le temps de respirer, de souffler, de te réapproprier ta vie. Et là, tu as de l'espace pour pouvoir faire autre chose. Aujourd'hui, les gens ils sont tellement asphyxiés par leur boulot qui les empêche de vivre qu'en fait, la seule chose à laquelle ils pensent quand ils rentrent chez eux, c'est allumer la télé ou juste s'hypnotiser vers quelque chose pour se vider l'esprit parce qu'ils sont épuisés d'avoir une vie qui est aux antipodes de celle à laquelle ils aspirent. Voilà. C'est vrai. Et donc, voilà, démissionner. Il y a une super chanson qui s'appelle Démission pour Claire. Si vous voulez la mettre à un moment, on mettra le lien dans la description. Exactement. Démissionner, faire le pas de côté et aller rejoindre des luttes et créer de l'utopie. Et voilà, tout un programme. Moi, président, il y aura de la l'utopie. J'espère que ce message sera entendu. Vraiment, un grand merci parce que c'est inspirant. Et je pense que c'est à travers ce genre de message qu'on va aussi sortir de cette léthargie parfois qui peut nous assommer à travers les informations que l'on voit dans ce pays et à travers le monde qui peut nous désorienter, nous faire perdre espoir. Alors que finalement, avec un peu de créativité, comme tu disais tout à l'heure, on peut se redonner ce goût à la vie. Et vraiment, j'invite tous ceux qui nous regardent à s'investir s'ils le veulent, s'ils le peuvent, à regarder un petit peu, farfouiller, voir si ça peut leur donner un petit peu d'inspiration. Je mettrai tous les liens dans la description pour que les gens puissent aller cliquer, se balader et voir si d'ailleurs, peut-être qu'ils peuvent découvrir une nouvelle façon de vivre. Carrément. Parce que c'est à la portée de tout le monde et en tout cas, vous le prouvez tous les jours. Donc merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Jonathan. On redonnera en tout cas, j'espère, on te redonnera le micro après cette fameuse date du 28 février pour voir ce qui se passe. Et puis après, il y a toutes les autres dates, parce que comme tu disais... il y a d'autres procès qui vont arriver probablement sur l'habitat réversible. T'en as pas fini de te justifier auprès des instances de l'État. Peut-être, mais peut-être qu'on va passer à autre chose aussi. Peut-être que les procès... on va arrêter d'y aller, je sais pas. On va réfléchir à tout ça. On n'est pas figé. Rien n'est figé. Et puis l'avenir appartient à ceux qui en font quelque chose. Merci.
parce que moi je me lève pas très tôt, alors tu vois, je préfère faire quelque chose. Merci en tout cas beaucoup, Jonathan. Et lisez Nexus. Et n'hésitez pas, si vous le pouvez, grave. nous soutenir, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on vous propose des contenus en accès libre, médias sans publicité et sans subvention. Ou sinon un petit virement sur le compte en Suisse ou à Hong Kong. Il y en a pas, non, il y en a pas malheureusement. On n'accepte pas encore les bitcoins et on paye plus d'impôts qu'Amazon en France, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. En tout cas, c'est. D'ailleurs, il y a un truc sur les impôts, je pense. Je me dis, bon, on pourra en reparler parce que l'émission est finie, mais si on arrêtait de payer les impôts pour d'émission des impôts pour les payer juste à nos communes, tu vois, genre comme ça on le relocalise complètement. Alors c'est vrai que tu voulais parler des municipales, mais bon, ça sera une prochaine fois. Non, mais si tu veux dire un petit mot, parce que c'était important, ça te tenait à cœur, et c'est vrai que revenir au local, à l'échelle humaine, ça a plus de sens. C'est l'idée de désobéir ensemble en faisant de la démocratie directe. Et ça a été théorisé dans les années 70. C'est mis en place dans plusieurs coins du monde. Nous, on a les élections qui arrivent, les municipales, en mars 2026. Eh bien, la proposition, c'est pas seulement de prendre les mairies avec des listes participatives, mais de s'organiser en amont pour que le programme politique ce soit juste d'écouter ce que veut la population et donc démissionner de toutes les prérogatives qu'on retire à la population et dire bah non, aujourd'hui collectivement on a décidé qu'on allait arrêter les pesticides, l'épandage de pesticides dans notre commune. Et bah ouais, collectivement on a décidé qu'on allait donner un revenu universel parce qu'on a mis une cagnotte en place et donc les impôts, au lieu de les payer à l'État qui va les redistribuer à travers des subventions si on est sympa, et ben on va le payer juste à notre commune. Et voilà. Et en fait, parfois il suffit de pas grand chose pour renverser la table. Mais quand on élabore une stratégie, une stratégie, il faut pouvoir s'organiser. Donc, il y a des matrices, force, faiblesse, opportunité, menace. On s'assied autour d'une table. Qu'est-ce qu'on fait à partir de tout ça? Quel est notre désir? Qu'est-ce que l'on met ensemble? Et puis on vit, quoi. De toutes les façons, ce qui est sympa avec la vie, c'est qu'elle va s'arrêter. Donc, memento mori. Chaque jour nous rapproche plus de la fin. Donc, ça nous permet aussi de nous détendre et aller vers de l'audace. Vers de l'aventure, vers de l'espièglerie, vers ça me plaît, je signe, je vote. Voilà. Franchement, cette audace, allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan. Et puis, on se reverra bientôt. Inch'Allah. Allez, salut à tous. Salut. Ciao.